Bien, bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ce petit retard. C'est la première webconférence du réseau des directeurs généraux qu'on a mis en place il y a peu de temps. Donc voilà, désolée pour ce petit retard. Je me présente. Je suis Fanny Garçonna, la nouvelle responsable de contenu pédagogique donc, sur cette communauté des directeurs généraux. Nous sommes ensemble, je ne suis pas toute seule, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Pierre Koblenz, directeur fondateur du cabinet Stratorial Finance. Je vais lui laisser sans plus tarder la parole. Nous sommes ensemble pour parler du pacte fiscal et financier. C'est un outil de coordination budgétaire que certains d'entre vous ont déjà pu mettre en place. Donc l'idée, c'était un peu de revenir sur cet outil. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les contenus possibles? Quelle est la méthodologie à adopter? Quelles sont les erreurs à éviter, etc. Donc, je vais laisser sans plus tarder la parole. Vous avez un petit module de questions-réponses en bas de votre écran. Donc, c'est grâce à ce module que vous allez pouvoir interagir avec notre intervenant. Donc, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions à l'écrit. Et puis, Monsieur Koblenz vous répondra ensuite oralement. J'espère qu'on aura le temps de toutes les traiter. Et je vous préviens aussi d'ores et déjà, si vous pouvez prendre quelques minutes à l'issue de la formation, il y a un petit questionnaire de satisfaction. C'est vrai que c'est très important pour nous d'avoir vos retours, donc si vous pouvez prendre quelques minutes à l'issue de cette formation pour y répondre, ce sera vraiment très intéressant pour nous. Voilà, Monsieur Koblenz, merci encore d'être avec nous. Je vous laisse la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne webconférence. Monsieur Koblenz, c'est à vous. Merci, Fanny. Bonjour à tous et à toutes. Donc, s'agissant de cette présentation, j'avais l'intention de présenter les choses de la manière suivante. De faire une petite introduction, rappeler les obligations et la portée juridique du pacte, et puis les enjeux, la manière dont on peut s'y prendre, et puis en définitive, les points de vigilance à respecter. Sachant que on est sur quelque chose qui a été bâti de façon très pragmatique. Je dirais que cette présentation gagnera beaucoup à l'interactivité et sera enrichie par éventuellement les dialogues qu'on peut avoir et les réponses à vos questions. Donc, s'agissant de cette notion de pacte financier et fiscal, je rappelle simplement, parce que c'est important de la relier au contexte, on en parle beaucoup depuis la fin des années 2000 et puis depuis la réforme de la taxe professionnelle, enfin sa suppression et son remplacement par la fiscalité professionnelle unique, mais la notion a été introduite dans la première partie des années 2000 avec la mise en place ou la généralisation de la taxe professionnelle unique en milieu urbain, et puis au moment des premiers signes de tension financière, même si on n'en est pas, enfin, même si on était loin de ce qui se passe aujourd'hui, mais je dirais vers 2003, 2005, voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai que face à la réduction des recettes, les pactes financiers constituent une démarche qui est envisagée de manière de plus en plus fréquente. Et donc, cette formation a pour objectif de présenter les enjeux et les modalités. Alors, l'origine de la demande du pacte financier, elle vient généralement de l'EPCI, que ce soit une métropole, communauté urbaine ou communauté d'agglo ou communauté de communes, elle vient parfois des communes. Alors, les facteurs déclenchants, ça peut être dans le passé, j'ai connu ça, l'appauvrissement brutal du territoire, d'une partie de ces acteurs. Alors évidemment, avec la réduction des dotations, des parts d'entreprise, des communes, Ville-Centre, par exemple, qui étouffent sous les charges de centralité, la communauté à qui on demandait tout, à la fois gérer les compétences de façon maximale et puis en même temps verser des concours financiers. Parfois, le facteur déclenchant, ça peut être le sentiment d'inéquité entre les communes, que ce soit la ville-centre qui se trouve surchargée, comme je le disais, ou des petites communes qui ont le sentiment d'être pauvres et peu soutenues. Et puis, ça peut être aussi un pacte qui a été adopté dans le passé, qui est devenu inopérant, compte tenu, par exemple, de l'évolution du projet du territoire, de l'évolution des ressources, des élections municipales,
ou autres. Voilà. Et puis évidemment, il y a aussi cette question des changements de périmètre d'intercommunalité avec les fusions, qui peuvent d'ailleurs donner lieu à des pactes financiers spécifiques préalables aux fusions, hein, pour organiser, pour se préparer à la fusion, mais également donc à l'issue d'une fusion, lorsqu'on a différentes intercommunalités qui ont fusionné et qui se caractérisaient par des politiques fiscales et de reversement aux communes très différentes, ça donne lieu forcément à des discussions, à comment on harmonise tout ça. Voilà, alors il y a dans le contenu de la formation, du dispositif de la formation, il y avait la question du cadre légal, hein. Il y a un impératif légal aujourd'hui, s'agissant du pacte financier, c'est un peu nouveau, hein, qui déclenche d'ailleurs des démarches aujourd'hui, c'est en cas de signature d'un contrat de ville. Vous savez tous que cette question est issue de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, modifiée par la loi NOTRe du 7 août 2015, avec des dispositions qui sont codifiées donc au fameux article 1609 nonier C, dans sa partie, dans son paragraphe 6 en chiffres romains. Il est dit que lorsque le PCI est signataire d'un contrat de ville, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financières et fiscales entre les communes membres sur la durée du contrat de ville. Et il s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité. Voilà. Alors, si on regarde ce point spécifique, il est dit donc par ce même article 1609 nonier C en 6 que le pacte financier doit viser à réduire les disparités de charges et de recettes entre les communes, et il doit tenir compte des efforts. Alors j'ai repris le texte d'une façon complètement littérale. Ça prend en compte la mutualisation, les transferts de compétences, les règles d'évolution des attributions de compensation, les politiques communautaires poursuivies au moyen de fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire, ainsi que on va jusqu'au FPIC. Voilà. Alors ça, ce dispositif, il a été clairement préparé par, c'est une écriture de l'Assemblée des communautés de France, hein, de la DCF, qui insistait depuis de longue date pour inscrire le pacte financier dans un cadre légal. Alors donc, on voit qu'on a finalement une combinaison possible de mesures qui portent sur un peu tous les champs. Voilà. Alors, la sanction en cas d'absence de pacte financier et fiscal de solidarité, hein, vous voyez, c'est pacte financier et fiscal de solidarité si on a signé un contrat de ville, eh bien, si au bout d'un an on n'a pas élaboré son pacte financier et fiscal de solidarité, eh bien, on doit mettre en place une dotation de solidarité communautaire au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans nos contrats de ville, avec un volume qui correspond à au moins 50% de la croissance des produits de fiscalité professionnelle d'une année sur l'autre. Et dans ce cas, la dotation de solidarité doit être versée, répartie en fonction de deux critères obligatoires qui sont l'écart revenu par habitant, l'écart entre le revenu par habitant des communes et le revenu moyen par habitant de l'intercommunalité, et puis insuffisance de potentiel fiscal et financier. Ces dispositions sont bien connues de ceux qui travaillent dans les métropoles ou communautés urbaines, compte tenu du fait que ce sont les critères utilisés déjà pour verser la dotation de solidarité, répartir la dotation de solidarité déjà obligatoire dans les métropoles et les communautés urbaines. Voilà. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de l'EPCI. Voilà. Alors, maintenant, j'ai mis d'une façon un peu péremptoire, un peu caricaturale, le pacte, un acte sans portée juridique. On a vu qu'il y a un cas qui oblige à la mise en œuvre du pacte, et si on met en œuvre ce pacte, on est conduit à instituer une dotation de solidarité communautaire. Bon, c'est le cas des contrats de ville. Mais le pacte financier, en lui-même, je dirais qu'il n'a pas de force juridique, c'est-à-dire que c'est le cadre d'une combinaison de mesures financières et fiscales
à prendre par les collectivités d'un même territoire, donc un ensemble intercommunal. Donc c'est la communauté et ou la métropole avec ses communes membres. Par lui-même, il n'a pas de caractère normatif. Son application, elle va dépendre des décisions qui sont prises par les collectivités qui sont parties prenantes au pacte. Et chacune de ces décisions requiert généralement, pour la plupart, des délibérations en fonction des dispositifs qui ont été prévus par le législateur au fil des années. L'attribution de compensation, la dotation de solidarité, etc., ou la fixation des impôts, des taux d'imposition, par exemple. Alors, c'est important, là, le dernier paragraphe, il me paraît important, c'est de dire, justement, cette absence de portée juridique, elle requiert un aboutissement consensuel, dans la mesure où, compte tenu du fait que les mesures envisagées, on prend le risque qu'elles soient lettres mortes, hein, si elles n'ont pas été envisagées d'une façon consensuelle. Donc on voit tout de suite qu'il faut mesurer, je dirais, l'ambition avec sa capacité politique à la mettre en œuvre. Bon. Et je dirais mettre en place un pacte financier et qui demeure lettre morte, ça peut, à un certain moment, être un facteur de blocage de l'évolution de l'intercommunalité. Donc il faut bien voir, ça va interroger forcément les modalités de conception et d'élaboration du pacte, et ça va interroger aussi je dirais le caractère plus ou moins ambitieux de mesures qu'on va prendre, qu'on va intégrer dans le pacte, en sachant que ces mesures, encore une fois, elles n'auront de force juridique que si à un moment donné les acteurs les appliquent par le biais de délibérations, et ces délibérations, elles dépendent de chaque collectivité par définition, qui agissent en fonction du respect du principe de libre administration des collectivités locales. Des communes un pacte financier qui implique des mesures qui sont prises par des délibérations qui sont prises par l'intercommunalité, n'aura de force que si ces délibérations sont prises par l'intercommunalité. Si le pacte financier et fiscal intègre des mesures qui correspondent à des délibérations à prendre par les communes, il n'aura de force que si ces délibérations sont prises. Donc ça, c'est un point de vigilance qui est très très important. Voilà. On reviendra sur les points de vigilance en fin de parcours. Pour engager un pacte financier fiscal, il me semble nécessaire de l'intégrer dans la multiplicité des défis qui sont auxquels sont aujourd'hui confrontés les territoires. Le premier point, c'est quand même la rupture dans l'évolution des ressources. Je dirais que si on n'avait pas cette rupture, si on n'avait pas à gérer, en gros, que les ressources soient inépuisables et en croissance systématique, peu importe, je dirais, oui, on ferait du pacte sans le savoir, et on n'aurait pas forcément nécessité de se mettre autour de la table pour mettre en œuvre, je dirais, une combinaison de mesures qui est parfois complexe. On pourrait dire, voilà, la communauté s'enrichit grâce à l'évolution de ses produits de fiscalité professionnelle ou de produits de fiscalité ménage. Elle parvient à financer ses compétences, éventuellement à reverser de l'argent aux communes. C'était le cas, je dirais, souvent au début de la mise en place de la taxe professionnelle unique, au début des années 2000, lorsque nombreuses communautés étaient, je dirais, vivaient d'une façon, je ne veux pas dire confortable, mais au regard de ce qui arrive aujourd'hui, c'était quand même un peu le cas, avec des ressources qui étaient évolutives, et puis encore assez peu de charges. Aujourd'hui, la rupture, c'est-à-dire avec des ressources sur les territoires qui peuvent être en diminution d'une année sur l'autre, invite donc à se pencher sur la répartition de ces ressources. Voilà. En sachant que les territoires, ils sont confrontés à des enjeux évidemment très importants de développement pour rester attractifs, et puis même dans certains cas, et demain peut-être de maintien des services publics. Voilà. Donc des liens entre plusieurs dimensions
le projet de territoire, hein, c'est-à-dire qu'on va traduire par les politiques publiques, les équipements qu'on va mettre en œuvre, maintenir, revoir, le maillage évidemment géographique sur le territoire, et puis on a l'organisation au sens large du terme, hein, organisation institutionnelle, avec les transferts de compétences ou non, la mutualisation, voire plus. Je reviendrai sur un schéma je vous présenterai un schéma juste après qui reprend tout ça. Et puis vous avez le pacte financier et fiscal qui est un compromis hein, sur le niveau et la répartition des ressources fiscales et financières qui tient compte du rôle de chacun au sein de l'organisation, c'est-à-dire l'organisation c'est le rôle hein, qu'ont l'intercommunalité et ses communes membres dans la mise en œuvre du projet de territoire. Donc le pacte financier et fiscal, ça va être un compromis, non seulement sur le niveau des ressources à mettre en œuvre sur le territoire pour mettre en œuvre le projet, et puis la répartition de ces ressources fiscales et financières en tenant compte du rôle des collectivités, communautés ou métropoles et communes membres dans l'accomplissement du projet de territoire. Voilà. Donc j'ai schématisé ça ici, hein, un projet de territoire avec les priorités de politique publique, l'organisation, hein, l'organisation avec tous la question ça va des transferts de compétences, l'organisation des services avec notamment la mutualisation, et pourquoi pas hein, les communes nouvelles. Hein, réduire le nombre de communes, c'est une manière d'organiser différemment le territoire, évidemment en refondant, je dirais, les institutions. Et puis, vous avez donc le bloc stratégie financière et fiscale, au sein duquel donc on peut intégrer le pacte financier et fiscal, avec une question globale. Alors, j'ai dit comment dégager les marges de manœuvre nécessaires pour le territoire, dire quelle allocation, quel niveau et quelle allocation de ressources pour le territoire. Encore une fois, la question ne se pose, finalement le pacte financier, c'est une brique de quelque chose qui est plus global, qui est une forme de pacte stratégique. Hein. La stratégie, c'est comment on adapte les ressources aux objectifs et comment on adapte les objectifs aux ressources. Et c'est de ça qu'il s'agit finalement. Alors, le contenu, les leviers possibles d'impact hein, qui vont être des éléments de contenu, le pacte financier, ça va être une combinaison de décisions d'orientation qui portent sur les relations financières entre l'intercommunalité et les communes, sur les décisions fiscales de l'intercommunalité et les communes, et puis éventuellement des décisions hein, d'autres budgétaires, organisationnels, qui peuvent s'éloigner donc de ces deux seules rubriques, relations financières et décisions fiscales. On reviendra dessus. Voilà. Alors, si on prend la question des relations financières, les relations financières. Alors là, j'ai présenté ce qui est mis en œuvre dans les intercommunalités à fiscalité professionnelle unique. On a quatre principales rubriques. J'en ai oublié une ici, d'ailleurs, c'est les fonds de concours. On a les attributions de compensation, la dotation de solidarité communautaire, le FPIC, et puis les fonds de concours, hein, comme je vous disais, puis la DGF, je dirais, c'est un 5e point. La question, je dirais, sera probablement à retraiter si la réforme de la DGF se traduit dans les faits, en sachant qu'aujourd'hui, on a une possibilité, hein, comme certains d'entre vous le savent, depuis la loi RCT 2010, de faire remonter la DGF à l'échelle de l'intercommunalité. Bon, l'échelon de l'intercommunalité qui ensuite la répartit entre les communes. C'est clairement un point qui aujourd'hui c'est pas une composante véritablement mobilisée dans les pactes financiers fiscaux. La question pouvait se poser lorsque la DGF est en augmentation. Maintenant qu'elle est en réduction, c'est un peu compliqué que l'intercommunalité se saisisse de la DGF pour la redistribuer aux communes, en assumant finalement cette réduction. Alors les principaux
les principales composantes des relations financières, ça va être les attributions de compensation, la dotation de solidarité communautaire et le FPIC. S'agissant de l'attribution de compensation, le principe, c'est l'intangibilité, et finalement, on ne la fait bouger que lorsque on transfère des compétences qui donnent lieu à des charges transférées qu'on vient déduire de cette fameuse attribution de compensation, en sachant qu'il y a un certain nombre de dérogations possibles. Donc il y a ce principe d'intangibilité. Alors j'ai rappelé ici, c'est un peu petit, mais vous l'aurez en ressources, hein, je vais pas aller dans le détail à ce stade de l'exposé, je vais donner quelques éléments. C'est vrai que il y a ce principe, hein, encore une fois, d'intangibilité qui fait que finalement l'attribution de compensation ne bouge pas chaque année, sauf si on a un transfert de charge évalué par la CLECT et donc évalué de façon normale, ça se déduit de l'attribution de compensation. Et je dirais que le conseil de communauté n'a pas son mot à dire, hein. Il fait une simple soustraction entre l'ancienne attribution de compensation et puis les charges qui sont incluses dans le rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Et on a aussi la possibilité, avec l'application de l'article L5211-4.2 du CGCT, Code général des collectivités territoriales, d'ajuster l'attribution de compensation par déduction du montant des remboursements de frais au titre des services communs. Chose rendue possible par la loi RCT de décembre 2010. Voilà. Sinon, en principe, c'est intangible. Alors, je rappelle quand même qu'on a des possibilités d'amender ce principe d'intangibilité. On peut toujours ne pas percevoir, par exemple, les attributions de compensation négatives. Bon. Parfois, c'est utilisé par les EPCI dans le sens, on va dire, c'est une forme de péréquation entre guillemets. Bon, là, l'attribution de compensation, elle est négative simplement lorsque les charges transférées deviennent supérieures à l'ex-produit de fiscalité professionnelle transféré. Alors pour les anciennes intercommunalités, il y avait également donc on avait celles qui étaient passées de la fiscalité additionnelle à la taxe professionnelle unique avant la réforme. On avait également retiré les produits de fiscalité ménage, les ex-produits de fiscalité ménage de l'intercommunalité du produit de taxe professionnelle, et ce qui rendait dans un certain nombre de cas les attributions de compensation négatives. Là, parfois, certains décident de ne pas percevoir les attributions de compensation négatives, c'est autorisé par le Code général des impôts. C'est vu comme une forme de péréquation, disant que souvent, quand il y a une attribution de compensation négative, c'est souvent qu'on avait de faibles produits de taxes professionnelles, voilà, de fiscalité professionnelle. Sinon, on a des systèmes de fixation dérogatoires. Alors déjà, lorsqu'il y a une baisse des produits de fiscalité professionnelle, on a la possibilité de revenir sur les attributions de compensation sans que le Code général des impôts n'indique les modalités de mise en œuvre de cette réduction. On peut supposer que la manière la plus logique est de faire en proportion du montant des attributions de compensation antérieures. Et on a la possibilité, alors ça c'est une chose qui est bien connue mais qui n'est pas toujours mise en œuvre, de fixer ou de réviser de façon dérogatoire les attributions de compensation par l'application du 1 bis, du grand 5 du C109 non-C, qui indique qu'on peut fixer ou réviser les attributions de compensation par à la majorité des 2/3 du conseil de l'EPCI et avec l'accord des communes intéressées. Alors vous savez que c'est quelque chose qui a bougé ces dernières années, puisque c'était à l'unanimité du conseil de communauté, enfin de l'EPCI jusqu'en 2014. En 2015, c'est devenu majorité des 2/3 assortie de l'unanimité des conseils municipaux, c'est-à-dire que tous les conseils municipaux soient d'accord.
ce qui était particulièrement difficile. Et donc la loi de finances pour 2016 a assoupli un peu le système en disant il suffit d'obtenir la majorité des 2/3 du Conseil, et puis qu'il y ait un vote finalement des seules communes intéressées. Alors, intéressées, c'est pas intéressé, je dirais intellectuellement, c'est, on va dire, celles qui sont touchées par la révision dérogatoire, en plus ou en moins. Voilà. Donc c'est quand même un assouplissement. Voilà. Alors il y a d'autres systèmes, notamment lorsqu'il y a d'autres systèmes dérogatoires, notamment lorsqu'il y a à l'issue d'une fusion possibilité de moduler dans la limite de 15% les attributions de compensation. Dès lors qu'on obtient la majorité qualifiée des conseils municipaux. Majorité qualifiée, 2/3 des conseils qui représentent la moitié de la population ou la moitié des conseils qui représentent les 2/3 de la population. Donc ça, on a toute la modification des dérogatoires des attributions de compensation, c'est quelque chose qui est toujours étudié, enfin qui est souvent étudié. Certains l'ont mis en œuvre. Voilà, donc il faut toujours évidemment être vigilant sur l'utilisation de ce système, compte tenu du fait quand même qu'on dépend d'une façon très forte des communes. Voilà, alors s'agissant des autres rubriques, qu'il s'agisse notamment du SPIC, de la dotation de solidarité communautaire, ça appelle ça appelle la notion de péréquation. Alors je reviens juste sur la notion de péréquation, comme d'ailleurs le terme solidarité, c'est des termes qui sont souvent utilisés en matière d'intercommunalité, et il est important de bien les replacer dans leur sens. La péréquation, par définition, c'est un fondement de l'intercommunalité. La péréquation, au niveau de l'intercommunalité, elle peut je dirais, son principal vecteur, c'est déjà la péréquation par l'action, par les politiques de l'intercommunalité, de l'EPCI, qui se traduisent par un aménagement de l'espace, du territoire, par la mise en œuvre de politiques communautaires qui ont des effets sur l'ensemble des citoyens du territoire, indépendamment de l'origine des ressources. Donc ça, c'est, je dirais, quand on parle de péréquation, souvent on le cantonne au concours financier, mais quand on fait de l'intercommunalité, déjà, sur les compétences intercommunales, on fait de la péréquation. C'est le principal vecteur de péréquation. Et c'est souvent d'ailleurs mal appréhendé cette affaire, surtout par les petites communes périphériques qui ont souvent le sentiment que l'argent est concentré sur des équipements qui sont sur le territoire de la commune ou des communes-centres, en sachant qu'évidemment, bien souvent, ces équipements ont une vocation, un rayonnement qui dépasse ces seules communes. Voilà. Mais bon, voilà, donc le sujet qui nous occupe, c'est plutôt la péréquation par les concours financiers. Et là, je dirais que les principaux vecteurs, ça va être la dotation de solidarité communautaire, la dotation le fonds de péréquation intercommunale et communale, et puis les fonds de concours qui parfois sont répartis en fonction de critères de péréquation. Et pourquoi pas, on pourrait tout à fait dire, s'agissant de l'attribution de compensation, qu'on ajuste l'attribution de compensation en fonction de critères de péréquation. C'est des choses qui sont parfois étudiées. Alors, en matière de péréquation, avec la péréquation, ça vise soit à corriger des surcroîts de charges, soit à corriger des insuffisances de ressources. S'agissant des critères de charge qui sont les plus utilisés, on a un critère de base qui est la population. Plus il y a de population, plus il y a de charges. Et c'est d'ailleurs un critère qui est toujours qui est systématiquement utilisé, qui est d'ailleurs un critère prioritaire ou obligatoire. Alors, la population qui est utilisée, en principe, c'est la population DGF en tant que critère obligatoire. Maintenant, on peut tout à fait, par ailleurs, utiliser
je dirais, amender cette population. Alors, pas en tant que, s'agissant des communautés d'agglomération et des communautés de communes à FPUE, donc les deux critères prioritaires, lorsqu'on met en place une dotation de solidarité communautaire, les deux critères prioritaires, et donc obligatoires, c'est la population et c'est le potentiel financier. Il faut les prendre comme tels. Ça veut dire qu'on est obligé, là, à ce stade-là, en tant que critère prioritaire obligatoire, d'intégrer la population telle qu'elle est. Mais on peut tout à fait, par ailleurs, mettre un autre contingent qui, en amendant cette population, notamment en tenant compte du fait que, globalement, plus on monte en strate de communes, plus les charges par habitant sont importantes. Et c'est comme ça d'ailleurs que les dotations certaines dotations où le FPIC est construit, eh bien, on peut tout à fait dire augmenter affecter la population de chaque commune d'un coefficient qui monte en puissance avec la strate. Voilà. On peut aussi amender en tenant compte, par exemple, de la population qui est intégrée en territoire politique de la ville. Et ce ne sont que des exemples ici. Voilà. Donc, ensuite, on a des critères de charge qui correspondent à des indicateurs de spécification thématiques qui sont habituellement prévues dans le cadre de la répartition des dotations de péréquation nationale. On a évidemment tout ce qui est logement social, on a tout ce qui est longueur de voirie. Alors, le logement social, évidemment, ça touche plutôt l'urbain. La longueur de voirie, c'est plutôt le rural. Alors, évidemment, à n'utiliser dans le cadre d'une politique de reversement financier de l'Interco que si la compétence voirie n'est pas transférée. On a le revenu des habitants. Le revenu des habitants, c'est un critère de charge. On dit, voilà, on dit parfois que le service public c'est la richesse du pauvre. Donc l'idée, c'est que si le revenu des habitants est faible, il faut le corriger par davantage de services publics. Du coup, c'est pour ça qu'on l'intègre en tant que critère de charge, même si on verra qu'on le prend en considération également comme critère de ressources, que ceci est un indicateur de capacité à payer l'impôt. Voilà. Alors, juste je formule attention aux critères complexes à déterminer. Là, j'ai pris des critères qui sont assez faciles à prendre en considération. Il y en a bien d'autres. Bien sûr, j'ai pris que des exemples. Là, l'imagination, je dirais, n'a pas de limite. On pourrait aussi prendre en compte, certains l'ont fait, ont passé le niveau des dépenses par les dépenses des communes, tout simplement. Alors, c'est vrai que c'est difficile de trouver des consensus à ce sujet, parce que derrière le terme de dépenses, il y a je dirais des charges objectives, mais qui sont très difficiles à déterminer, puis il y a le choix des élus, bien sûr. On pourrait essayer, s'agissant des charges de centralité, par exemple, qui sont souvent en question, aller regarder les charges qui correspondent à des équipements typiques de la centralité. Voilà. Mais c'est complexe à déterminer, et il faut se méfier des critères sur lesquels eh bien, on vient et on revient, et qui crée des désaccords et au bout du compte, une impossibilité à s'accorder. Voilà, critères de ressources, on a le potentiel financier, un potentiel financier par habitant, qui, clairement, tel qu'il est pris en considération au titre des critères obligatoires et pas forcément le mieux adapté. Le mieux adapté, ce serait de prendre en compte un potentiel financier aménagé, notamment en sortant les produits ventilés de l'intercommunalité, en tout cas s'agissant des groupements à fiscalité professionnelle unique, parce que vous savez, dans le potentiel financier d'une commune qui appartient à un groupement FPU, on a son potentiel fiscal ménage, son attribution de compensation, quelques éléments de fiscalité localisés sur son territoire, et puis donc on ventile les produits fiscaux, on va dire le potentiel fiscal de l'intercommunalité en fonction de la population. Et clairement, si on veut faire, c'est tout à fait logique dans le cas d'une péréquation nationale, mais pour une péréquation locale, la logique, ce serait de sortir ces produits ventilés. Voilà. Et le potentiel financier est généralement corrigé de la pression fiscale,
Pourquoi c'est logique d'aider une commune qui est pauvre et de moins aider une commune qui est riche, ne pas l'aider du tout d'ailleurs, mais dans une logique, je dirais, d'application d'adage aide-toi, le ciel t'aidera, il est logique d'aider ceux qui ont déjà mis en place, enfin, ont utilisé le levier fiscal et l'effort fiscal, qui est un rapport entre le produit de la fiscalité ménage perçu sur le territoire d'une commune et son potentiel fiscal ménage, et bien souvent en correction du potentiel financier. C'est comme ça d'ailleurs que l'État répartit, ou en tout cas détermine l'éligibilité à certaines de ces dotations. On peut prendre en considération comme un indicateur, je dirais, plus pertinent de pression fiscale, le poids des cotisations de fiscalité ménage des résidences principales dans le revenu de la population, parce que ça s'apparente davantage, je dirais, à la pression fiscale telle qu'elle est ressentie par les contribuables. Voilà. Alors, j'ai évoqué la question des relations financières, donc avec notamment cette question des critères de charge, des critères de ressources, qu'on peut utiliser soit pour la dotation de solidarité, soit pour aménager le fonds de péréquation intercommunale, donc le FPIC, sur lequel je pourrais revenir tout à l'heure éventuellement en réponse aux questions. Là, je ne peux pas tout détailler, et qui peut être utilisé également pour déterminer un volume de fonds ou l'affectation de fonds de concours. C'est tout à fait possible. Voilà. Il y a quelques questions qui arrivent. Okay. Une question de Madame Novel. Le pacte fiscal est obligatoire en cas de contrat de ville. Est-ce vrai quand le PCI est en fiscalité additionnelle? Oui, parce que c'était un EPCI à fiscalité additionnelle. Madame Novel, dans une communauté de communes. Commune à fiscalité additionnelle qui est dotée d'un contrat de ville. C'est ça? Alors, Madame Novel, je vous invite éventuellement à préciser à contextualiser un peu mieux. Sinon, une autre question en attendant de Monsieur ou de Madame Bikini, pardon. Dans les groupements en TPU, l'intérêt de calculer le potentiel fiscal de chaque commune sur la base. Alors, attendez, je vous la bascule. Sur la base des 4 taxes et non pas 3, TH, FB et FNB. Alors, donc, si la question c'est est-ce qu'il est intéressant de calculer le potentiel fiscal de chaque commune sur les 4 taxes plutôt que sur c'est-à-dire y compris la CFE et toute la fiscalité professionnelle et pas seulement sur les 3 taxes ménages, j'ai tendance à dire que ce qui est logique, c'est de regarder finalement au travers de l'indicateur de potentiel fiscal, de potentiel financier, c'est la richesse qu'on est susceptible de mobiliser de façon effective. La richesse qu'on peut mobiliser de façon effective s'agissant d'une commune qui appartient à un groupement à fiscalité professionnelle unique, eh bien, c'est la richesse qui est tirée des 3 taxes ménages. S'agissant de la CFE et de l'ensemble de la fiscalité professionnelle, parce qu'il y a aussi la cotisation sur la valeur ajoutée, etc. Non, on n'en tire pas, on peut rien en tirer au niveau d'une commune, puisque ce sont des produits qui sont perçus par la communauté. En revanche, on a bien, je dirais, l'ex-taxe professionnelle ou l'ex-fiscalité professionnelle dans l'attribution de compensation, voilà, qui est prise en compte dans le potentiel fiscal et financier. Donc, je dirais clairement, en fiscalité professionnelle unique, on ne prend que le potentiel fiscal ménage, c'est-à-dire les 3 taxes, plus l'attribution de compensation, mais on ne prend pas en considération la fiscalité professionnelle localisée sur le territoire de la commune, puisque la commune ne peut pas tirer dessus directement. Voilà. Madame Nové a précisé qu'en effet, ils étaient en EPCI à fiscalité additionnelle avec contrat de ville. D'accord. Alors, c'est vrai que ce dispositif de la dotation de solidarité, le dispositif qui implique
donc la mise en place obligatoire d'un contrat de ville, d'un pacte financier en cas de contrat de ville, c'est vrai qu'elle est incluse dans l'article 1609-C, qui est un article qui s'applique seulement en principe à la fiscalité professionnelle unique. C'est vrai, du coup, il y a une ambiguïté, quoi, clairement. Mais c'est vrai qu'il n'est pas dit que c'est réservé simplement au groupement à fiscalité professionnelle. Donc j'aurais tendance à dire plutôt, à répondre plutôt favorablement sur le fait que le pacte financier doit quand même être mis en œuvre, même en cas de communauté à fiscalité additionnelle. Alors même que c'est vrai que le dispositif tel qu'il est prévu, il intègre notamment l'attribution de compensation, qui est rarement mise en œuvre dans les groupements à fiscalité additionnelle. Ça existe quand même lorsqu'il y a une fiscalité professionnelle de zone. Potentiellement, on peut avoir l'application d'une attribution de compensation. Donc j'aurais tendance à répondre oui. Il faudra sans doute qu'il y ait une interprétation par bonne instruction, mais aujourd'hui j'aurais tendance à répondre oui. Voilà. Même s'il y a une ambiguïté, parce que c'est vrai que c'est logé dans l'article 1609-C qui encadre la fiscalité professionnelle unique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on peut poursuivre. D'accord. Voilà, donc j'ai fait un état des éléments, enfin de quelques critères susceptibles d'être utilisés pour répartir des éléments de péréquation, en sachant que la péréquation peut tout à fait être mobilisée. Bon, je dirais évidemment, c'est sur la dotation de solidarité, le FPIC, c'est clair, mais aussi pour les fonds de concours, voire, encore une fois, au travers d'une formule de révision d'attribution de compensation. Et, enfin, un exemple, ça serait de dire, bah oui, les communes dont le potentiel, on écrète, par exemple, l'attribution de compensation des communes qui sont à fort potentiel financier, et au contraire, on augmente, on redistribue en faveur de communes qui auraient un potentiel financier plus faible. Voilà. Donc c'est des choses qui ne sont pas forcément mises en œuvre. Et d'ailleurs, je ne vous encouragerai pas forcément à aller dans cette voie-là. C'est clair de modifier les attributions de compensation en fonction de critères de péréquation, parce que c'est extrêmement difficile de revenir sur le passé. Bon, la réforme de la DGF à une autre échelle le montre bien, quoi. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est donc les aspects relations financières et notamment péréquation. Ensuite, bon, s'agissant de l'autre partie qui relève des décisions fiscales et pourquoi pas tarifaires, là, j'ai simplement listé tout ce qui pouvait être, enfin, les principales composantes ou les principaux leviers qui pouvaient être mobilisés, en sachant qu'il y en a forcément d'autres, mais c'était à titre d'exemple. Alors forcément, le taux de cotisation foncière des entreprises, donc qui est exclusivement mobilisable par l'intercommunalité en fiscalité professionnelle unique, et qui est à relier donc avec dont l'évolution est encadrée par l'évolution de la fiscalité ménage, on prend comme point de repère la variation de la fiscalité ménage de l'année antérieure sur l'ensemble du territoire. Il y a les bases minimums. En matière de fiscalité ménage, il y a la fixation des taux, les abattements de taxes d'habitation. Alors tout ça, c'est vrai que j'ai plutôt parlé de fiscalité professionnelle unique, mais puis il y a une question qui est posée par une dame donc qui se trouve en fiscalité additionnelle. Il est clair qu'on peut tout à fait, là je reprends au point de départ, mais rassurez-vous sans repasser toutes les diapos, on peut faire de la fiscalité, un pacte financier, et puis peut-être qu'on doit le faire s'il y a un contrat de ville, même en fiscalité additionnelle. Simplement, c'est vrai que la question s'était posée davantage pour les groupements en taxe professionnelle unique, puis en fiscalité professionnelle unique, compte tenu du fait qu'on mettait en œuvre un lien structurel avec l'attribution de compensation entre la communauté ou le PCI et les communes membres, et en sachant qu'on était plutôt sur un monopole, avant la réforme de l'ATP, en tout cas,
on a été une séparation très claire des pouvoirs en matière de fixation de la fiscalité. La communauté avait le monopole de la taxe professionnelle, et puis les communes avaient le monopole de la fiscalité des ménages, sauf si on mettait en place la fiscalité mixte. On peut tout à fait imaginer, hein, et c'est très, je pense que c'est tout à fait envisageable, même souhaitable, de mettre en œuvre un pacte financier et fiscal dès lors enfin, même en fiscalité additionnelle. Alors, du coup, c'est vrai que les liens entre les taux sont différents. Il y a il y a des contraintes qui sont différentes parce que le taux de CFE est relié donc à la fiscalité ménage s'agissant de l'intercommunalité. On ne peut pas augmenter le taux de CFE davantage que la fiscalité ménage l'année même. Alors que quand on est en fiscalité professionnelle unique, le lien pour le vote, l'encadrement du vote du taux de CFE par le PCI, il se fait avec la fiscalité ménage votée sur le territoire l'année précédente. Voilà. Donc on a aussi des règles différentes donc en matière de base minimum. Hein. Quand on est en fiscalité professionnelle unique, les bases minimums sont déterminées par le groupement, alors quand on est en fiscalité additionnelle, les bases minimums sont fixées par les communes. Bon, ensuite, on a toutes les autres taxes. J'ai rappelé simplement le versement transport, la taxe d'aménagement. Alors, versement transport, c'est pour le PCI, hein, mais la taxe d'aménagement qui peut être éventuellement, une partie peut être reversée par les communes à l'intercommunalité. Éventuellement, on peut transférer la taxe d'aménagement si on a transféré la compétence PLU. Il y a la question de la taxe de séjour, qui forcément sera de plus en plus se poser en lien avec la question du transfert du tourisme. La taxe locale sur les publicités extérieures qui revient aux communes, mais qui peut être transférée par délibération concordante à la communauté. Bon, on voit bien qu'on a une combinaison infinie de mesures fiscales qui consistent donc dans soit un pouvoir partagé, soit un transfert de fiscalité. J'ai mis un pouvoir partagé s'agissant de la fiscalité ménage, parce qu'on a aussi la possibilité, si on le souhaite, vous le savez, hein, de transférer, d'unifier la fiscalité ménage à l'échelle de l'intercommunalité. Il suffit, si je puis dire, d'un vote à la majorité qualifiée des conseils municipaux, hein, depuis la loi NOTRe. On dit voilà, le taux de TH, les communes se dessaisissent de la fixation du taux de TH, c'est à l'intercommunalité, pareil pour le foncier bâti, pareil pour le foncier non bâti. Alors, il suffit en clair, ça ne se fait pas. Si on transfère sa fiscalité professionnelle et ensuite sa fiscalité ménage, je dirais, on fait une commune nouvelle. Hein. Donc il y a un cadre aujourd'hui qui est assez souple, qui permet de faire un petit peu ce qu'on veut, mais ensuite, bon, c'est vrai que il y a forcément des limites en termes d'utilisation, en sachant que aujourd'hui, la question des décisions fiscales est souvent la question, c'est qui vote quoi, avec l'objectif de limiter globalement la pression fiscale. Voilà. Monsieur Rémy pose la question de la possibilité de mutualiser la fiscalité puis de redistribuer. Oui, c'est une possibilité. Hein. C'est une possibilité de voter de percevoir toute la fiscalité à l'échelle de l'intercommunalité, et ensuite par exemple, on peut faire d'ailleurs un super coup en matière de DGF. Hein. C'est clair que en supposant que la communauté, à titre théorique, perçoive toute la fiscalité du territoire et ensuite la reverse via elle utilise une partie quand même pour gérer ses compétences, une autre partie par exemple sous forme de fonds de concours, c'est sûr que ça fait augmenter le coefficient d'intégration fiscale d'une façon très significative. Bon, forcément, ça aura sa limite. Hein. Généralement, c'est arrivé que certaines communautés, je pense à une communauté de communes qui était à fiscalité additionnelle, qui était la communauté de communes de Verdun, avant qu'elle ne fusionne avec une communauté
rurale qui la jouxtait forcément, eh bien la communauté de communes de Verdun avait prélevé toute la fiscalité du territoire, pratiquement. Hein. Il y avait des taux qui étaient fixés à 0 au niveau des communes, donc avec un coefficient d'intégration fiscale monstrueux. Alors c'est vrai que généralement un coefficient d'intégration fiscale très élevé, c'est-à-dire avec le fait qui caractérise le fait que la communauté prélève l'essentiel de la fiscalité du territoire, c'est généralement pour assumer des compétences communautaires. Ensuite, si on veut vraiment reverser, eh bien, il faut utiliser des systèmes qui puissent être adéquats en fonction des, enfin, je dirais, des politiques communales qui sont à assumer. Les fonds de concours sera forcément sa limite parce qu'ils sont principalement reversés donc en investissement. Il y a une possibilité en fonctionnement, mais qui est relativement limitative. Autrement, c'est via l'attribution de compensation, mais l'attribution de compensation vient pénaliser le coefficient d'intégration fiscale, quoi. Voilà, donc ça a moins d'intérêt. Dans la même ligne, est-il possible de mutualiser la fiscalité sur une partie du territoire seulement? Une question de Madame Jourdain. Que je vous publie. De mutualiser, non, c'est si on... Parce qu'en fait, la mutualisation de la fiscalité, quand on parle de mutualisation de la fiscalité, ça veut dire quoi? Si on dit qu'on mutualise toute la fiscalité, ça veut dire qu'on transfère le pouvoir de fixation des taux à l'échelle de la communauté. Donc c'est sur tout le territoire. Voilà. Après, on pourrait... après, on peut toujours trouver des systèmes, monter des systèmes d'ajustement via la fixation des attributions de compensation qui ferait que non, mais c'est à l'échelle d'une partie du territoire, c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. Et enfin, une autre question. Quand une commune dans une interco à fiscalité professionnelle unique a un effort fiscal, des taux très supérieurs à la moyenne de l'interco, dans un but d'harmonisation et d'optimisation, il serait intéressant de transférer de la fiscalité de la commune vers l'interco et compenser par la DSC, le FPIC, 6 communes contributives ou fonds de concours au regard du chiffre. J'en profite pour vous dire qu'il y avait eu un merci de Madame Novet sur vos précisions tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il faudra quand même, il faut attendre une interprétation par voie d'instruction sur ce point, sur la question de la fiscalité additionnelle et du pacte financier en cas de contrat de ville. Oui, on peut toujours... si on veut harmoniser, vous verrez dans les slides qui suivent, j'ai mis quelques exemples. Hein, là, derrière ce que dit M. Alex Vecchini, donc c'est la question qui est posée, me semble-t-il, hein, c'est effectivement une harmonisation, c'est la péréquation fiscale finalement, faire en sorte que la fiscalité ménage soit mieux répartis sur le territoire pour que les contribuables soient logés à une enseigne à peu près identique. Oui, il est tout à fait possible d'abonder l'attribution de compensation ou l'attribution ou la dotation de solidarité, par exemple. Hein, et de manière à ce que la commune puisse ensuite réduire sa fiscalité et de manière à ce qu'on ait quelque chose qui soit plus harmonieux sur le territoire. Si c'est bien comme ça que j'ai compris, j'espère avoir bien compris quoi, hein, la question de M. Vecchini, qui peut me relancer s'il le souhaite. On peut toujours utiliser le biais en fait hein, des relations financières entre l'intercommunalité et les communes, que ce soit l'attribution de compensation, la dotation de solidarité, le FPIC ou les fonds de concours, pour harmoniser la fiscalité sur le territoire. Voilà.
c'est une possibilité clairement, c'est un levier qu'on peut mobiliser. Alors, j'ai indiqué à ce propos-là, peut-être que ça répondra aussi à sa question, ou ça s'inscrira dans sa remarque, les combinaisons gagnantes en termes de relations financières, notamment attribution de compensation et de fiscalité. Donc, les combinaisons gagnantes, à la fois en termes de DGF et en termes de FPIC. Voilà. Donc voilà, j'ai dit, gain de DGF, il y a une modification de la répartition interne des ressources. La baisse de l'attribution de compensation est un gain potentiel pour les CA, les communautés d'agglo et les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique, s'agissant de la DGF. Alors, c'est pas vrai pour les communautés urbaines et les métropoles, parce qu'aujourd'hui, leur DGF, elle est répartie indépendamment du coefficient d'intégration fiscale. Mais c'est vrai que dès lors qu'on transfère des charges et qu'on diminue donc l'attribution de compensation, eh bien, on a toujours, on gagne en termes de coefficient d'intégration fiscale et donc de dotation d'interco pour les communautés d'agglo et les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique. Et il y a un gain également réalisé par les communes qui ont transféré des charges, puisque ça vient affaiblir leur attribution de compensation. Alors j'ai mis l'exemple Ville-Centre, une commune transfère un équipement important qui vient, ça vient en réduction de les charges correspondantes viennent en déduction de son attribution de compensation. Eh bien, ça vient améliorer son potentiel financier, fait plutôt, ça vient diminuer son potentiel financier, et donc c'est plutôt favorable pour ces dotations de péréquation. Voilà. Et j'indiquais que dans certains cas, certaines communautés font le choix de fiscaliser les transferts de charges. Alors c'est ce qu'on fait en fiscalité additionnelle. Quand on transfère des charges, c'est toujours de la fiscalisation, forcément, puisqu'il n'y a pas le système d'attribution de compensation. Mais même pour les communautés FPU, c'est quelque chose qui est maintenant, enfin je dirais pas systématiquement réfléchi, mais certains, en tout cas, y réfléchissent et certains l'ont fait, en tout cas. Plutôt que de déduire de l'attribution de compensation des charges, l'idée c'est de les fiscaliser, ce qui permet aux communes transférantes de bénéficier, toutes choses étant égales par ailleurs, d'une baisse de leur fiscalité, c'est-à-dire qu'elles peuvent, de la fiscalité applicable sur le territoire, puisqu'elles peuvent, elles abandonnent des charges, elles ont un potentiel de réduction de leur taux d'imposition, et du coup, le taux intercommunal plus le taux communal, donc le taux global, devient inférieur au taux global avant le transfert. Alors simplement, on a un moindre impact favorable sur la DGF quand on procède de cette manière-là. Et puis ensuite, j'indiquais les gains qui pouvaient être, que pouvait faire le territoire en cas d'augmentation de la fiscalité ménage. Alors, il y a le gain de DGF, si c'est l'intercommunalité qui augmente sa fiscalité ménage via le coefficient d'intégration fiscale, mais également pour les communes via l'effort fiscal qui est pris en compte, alors essentiellement pour le calcul de la dotation de solidarité rurale et l'éligibilité à la dotation nationale de péréquation. Pour la DSU, c'est moins le cas. Voilà, et puis c'est évidemment favorable lorsqu'une communauté, un ensemble intercommunal est pas loin de l'éligibilité donc à l'attribution du FPIC, eh bien, ou lorsqu'elle est éligible, lorsque l'ensemble intercommunal est éligible à l'attribution du FPIC, eh bien, c'est l'effort fiscal, donc la pression fiscale sur les ménages, donc l'augmentation des taux joue favorablement pour le FPIC. Voilà. Alors, il y a une précision de M. Vecchini. Oui, merci pour la première réponse, mais également, c'est un gars pour tout le monde bien l'amélioration du CIF. Voilà. Mais effectivement, j'avais mal, je comprends sa question.
Et du coup, je pense qu'elle est traitée dans cette diapo-là. Oui, c'est ça. Hein. Madame Dourdin nous pose la question, si on mutualise la fiscalité, conserve-t-on les valeurs locatives des communes ou calcule-t-on une valeur locative moyenne? Il y a encore 2 autres questions, mais je vous laisse répondre à celle-là d'abord. Alors, si on mutualise la fiscalité, je dirais que les valeurs locatives continuent à être déterminées de la même manière, hein. C'est-à-dire que ça ne vaut pas révision des valeurs locatives, puisque cette révision n'a de valeur que législative, enfin ne pourra être mise en œuvre que grâce à une révision législative, c'est-à-dire en gros aujourd'hui il ne faut pas l'attendre avant 2022. Par contre, peut-être que la question est posée s'agissant des abattements. La valeur locative moyenne, la valeur locative qui est prise en compte pour le calcul des abattements, si tel est le cas, il y aurait certainement lieu au calcul d'une valeur locative moyenne à l'échelle du territoire pour le calcul des abattements. Je vois une question de Madame Novet aussi, non, c'est ça Oui, alors. Il y avait une question qui était sur la fiscalisation des transferts de charges, il me semble. Oui. C'est la question qui suivait. C'est ça. Ouais. La fiscalisation des transferts de charges, donc la déduction sur la C n'est pas une obligation, même si on est en FPU. Si, alors oui, c'est clairement, Madame Novet, donc par rapport à votre question, oui, bien sûr, en fiscalité professionnelle unique, il n'y a pas de doute, si on applique le droit commun, eh bien, effectivement, on prend la commission locale d'évaluation des transferts de charges, évalue les charges transférées, on aboutit à un rapport qui est approuvé par les communes à la majorité qualifiée, et ensuite les charges issues de ce rapport sont déduites de l'attribution de compensation. Voilà. Mais tout à l'heure, j'ai indiqué les différents dispositifs qui permettaient de s'éloigner, si vous voulez, du droit commun. Et on a une possibilité qui est en appliquant le 1 bis du paragraphe 5, du grand 5 en chiffres romains, l'article 1609 nonier C, si on obtient la majorité des 2/3 du conseil de l'EPCI, et puis si on a l'accord de toutes les communes intéressées, c'est-à-dire celles pour lesquelles on a finalement je dirais pas respecté le droit commun en matière de transfert de charges, c'est-à-dire que par exemple si on dit on ne déduit pas les charges transférées, eh bien dès lors qu'on a l'accord de toutes les communes concernées, on peut s'affranchir de la déduction d'attribution de compensation. Évidemment, pour que l'interco puisse assumer ses charges transférées, il faut qu'elle lève de la fiscalité en parallèle. Alors après, ça invite à la question qui pourrait se poser après, mais alors du coup, on va avoir une augmentation de la fiscalité sur le territoire, oui, sauf si les communes réduisent leur taux d'imposition. Et là, ça revient, si vous voulez, à réallouer, à faire, parce que le système de la fiscalité professionnelle unique, s'agissant de la solidarité autour des compétences, des charges du territoire, eh bien, on peut considérer que quand on transfère une compétence, on solde le passé en déduisant les charges correspondantes de l'attribution de compensation et on met en commun l'avenir. Voilà. Alors que quand on est en fiscalité additionnelle, c'est pas la même chose. On a une solidarité non seulement dans la mise en œuvre de la compétence et de ses charges à venir, mais également par rapport au passé, puisque c'est l'ensemble de la fiscalité communautaire qui va assumer finalement le coût des charges telles qu'elles existaient jusqu'à présent, et les communes ont une possibilité de réduire leur taux d'imposition. Finalement, en fiscalisant, quand on est fiscalisé grâce à une augmentation de la fiscalité ménage dans le cadre d'une communauté, enfin d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique, ça revient finalement à appliquer ce qui se passe en fiscalité additionnelle. Voilà. Mais ça requiert, c'était encore une fois jusqu'à présent, ce qui se passait en 2015, il fallait l'accord de tous les conseils municipaux. Là maintenant, il suffit d'avoir
l'accord de là ou des communes concernées par cette fixation, je dirais, dérogatoire. Alors, dans le cas théorique où on aurait par exemple un équipement de centralité qui serait transféré avec une seule commune concernée, ben, il suffirait d'avoir en pratique la majorité des 2/3 du conseil de l'EPCI et l'accord à la majorité simple de la commune centre. Vous voyez. Il y a justement une question sur une commune centre. Dans une interco où une commune centre freine, pas de baisse de fiscalité suite à un transfert fiscalisé, pas d'impact sur AC, un projet de solidarité ou pénalise les ressources de l'EPCI, quels sont en somme les leviers mobilisables par majorité qualifiée par l'ensemble des autres communes, plus l'EPCI, pour mieux répartir les ressources? Là, je vous la transfère, vous pouvez la lire. Une question de M. Perrin. Et avant ça, il y avait une autre question de M. Durand, qui demandait, en l'état actuel du projet de la réforme de la DGF, est-il préférable de privilégier une modalité plus qu'une autre dès à présent? Un merci entre les deux. Alors, bonjour Monsieur Perrin. Donc, pour répondre à votre question, donc dans une commune centre freine, pas de baisse de fiscalité suite à un transfert fiscalisé. Voilà, en quoi ça pénalise le PCI? Ça le pénalise probablement en lien avec... ça pénalise probablement son coefficient d'intégration fiscale. Et donc, c'est probablement ce qui se passe. Parce que sinon, je dirais que la première pénalisation, c'est celle du contribuable. Hein, voilà, donc, alors après, quels sont les... oui, j'aimerais savoir exactement ce que Monsieur Perrin appelle pénalisation. Est-ce que c'est le cas est-ce que la pénalisation est liée au coefficient d'intégration fiscale, quoi. Bon. Après, les leviers mobilisables par une majorité qualifiée par l'ensemble des autres communes, ça sera probablement compliqué. Puisque tout dépend de la taille de la commune, quoi. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des choses que on peut notamment modifier l'attribution de compensation d'une commune, je dirais quelque part la forcer. Si on a une majorité des 2/3 des communes représentant la moitié de la population, ou l'inverse, hein, la moitié des communes représentant les 2/3 de la population, on peut baisser l'attribution de compensation d'une commune dès lors que son potentiel financier est inférieur à 120%, est supérieur à 120%, pardon, du potentiel financier moyen du territoire. Voilà, ça c'est une possibilité. Sinon, j'en vois pas d'autres. Sur la question de M. Durand. Alors, la question de M. Durand, donc en l'état actuel du projet de réforme de la DGF, est-il préférable de privilégier une modalité plus qu'une autre dès à présent? On a intérêt à, de toute façon, améliorer le coefficient d'intégration fiscale. Ça, c'est clair. Et on l'améliore en déduisant les charges transférées de l'attribution de compensation. Voilà, la fiscalisation est moins favorable, la fiscalisation des charges transférées est moins favorable que la déduction classique des charges de l'attribution de compensation. On a intérêt à diminuer au maximum les attributions de compensation si on s'inscrit, si on veut être optimal par rapport à la réforme de la DGF. Pourquoi? Parce que le coefficient d'intérêt, aujourd'hui, vous avez à peu près, pour grosso modo, un peu plus de 6 milliards de DGF intercommunales, dont, pas loin de 7 milliards même, dont un peu plus de 4 milliards qui correspondent à la compensation de la part salaire. Or, avec la réforme, ce qui est envisagé, c'est que l'essentiel de ces 7 milliards soit réparti sous la forme d'une dotation d'intégration et d'une dotation de péréquation, et ces deux dotations prennent en compte le coefficient d'intégration fiscale. Alors qu'aujourd'hui, vous avez une grosse partie, la compensation salaire, qui est un héritage de l'histoire et qui n'est pas répartie en fonction ni du potentiel fiscal, ni
ni du coefficient d'intégration fiscale. Donc le coefficient d'intégration fiscale va être davantage pris en compte si la réforme s'applique comme elle est dans l'article 150 de la loi de finances initiale. Donc il faut, si on veut jouer au maximum le coefficient d'intégration fiscale, réduire au maximum les attributions de compensation. Voilà. Une question de Monsieur Grado. Utiliser la réduction des attributions de compensation n'est-il pas moins intéressant que le transfert de fiscalité, la compétence coûtant de plus en plus cher avec l'inflation? Les attributions de compensation restant fixes alors que la fiscalité évolue avec la revalorisation des bases. Voilà, qui est plus une remarque une question. Et encore une autre question, Monsieur Durand qui vous remercie, et Madame Novet, merci. Donc j'en déduis qu'en utilisant la dérogation du 1 bis du V 1609C, cela a pour conséquence de moins pénaliser la commune centre qui transférerait un important équipement de centralité puisqu'elle n'aura pas de déduction de son attribution de compensation. Voilà, j'ai peut-être un peu écorché la question, je la transfère néanmoins. Voilà, vous la voyez. Alors, utiliser la réduction de type... c'est la première, hein, monsieur. Alors, monsieur Grado, c'est la première, c'est sa remarque sur les réductions des attributions de compensation, et madame Novet, ensuite, avec la dérogation du 1 bis. D'accord. Bon, je vais commencer par essayer de répondre à monsieur Grado. Donc, utiliser la réduction des essais n'est-il pas moins intéressant que le transfert de... Vous pouvez me le remettre oui. Monsieur Grados. Là. Je la vois pas. Voilà. Là, voilà. Vous avez un peu coupé. Effectivement, l'avantage pour une communauté de fiscaliser la compétence, c'est effectivement d'avoir du coup de bénéficier d'une dynamique fiscale. C'est vrai qu'il y a cet avantage, hein, clairement, qui est apporté, et c'est un des arguments à la fiscalisation, hein, vous faites bien de le rappeler. C'est vrai finalement, en récupérant une compétence qu'on va financer par un transfert de fiscalité, eh bien, du coup, financé par la fiscalisation, eh bien, la communauté va récupérer donc un taux multiplié par des bases qu'on peut espérer dynamiques. Donc, effectivement, ça vient amender ce que je voulais dire. Là, je parlais simplement en termes de DGF, et je suis bien d'accord que ça n'est pas le seul critère qui est à prendre en considération, hein, clairement. Voilà. Donc, je suis d'accord avec M. Grados, hein, sur le fait que la fiscalisation a pour avantage de permettre d'avoir une dynamique de ressources et qui permet du coup qu'on peut adosser donc à des charges qui sont éventuellement dynamiques. Voilà, je raisonnais uniquement du point de vue de la DGF, mais c'est pas le seul critère qu'il faut prendre en considération. Donc une commune, donc pour répondre à Anne Novet, donc j'en déduis qu'en utilisant la dérogation donc du C109 cela a pour conséquence de moins pénaliser la commune centre qui transférerait un important équipement de centralité. Oui, c'est ça, voilà, puisqu'elle n'aurait pas de déduction de son AC. Ça ne serait pas avantageux sur sa DGF, mais ce qui serait très très avantageux, effectivement, c'est si on fiscalise, alors je vais prendre l'exemple d'un équipement qui serait sur le territoire d'une seule commune, donc typiquement une charge de centralité, ben oui, ça veut dire évidemment, on met en place une solidarité à l'échelle de l'intercommunalité pour assumer le financement d'un équipement qui était jusqu'à présent financé par une seule commune. Donc si la commune représente par exemple que 40% de la fiscalité du territoire, eh bien du territoire intercommunal, si la communauté décide de fiscaliser complètement la charge transférée, eh bien on peut considérer que les contribuables de cette commune n'auront plus à assumer que 40% du coût global de cet équipement. Donc si on ne déduit pas si on ne réduit pas les attributions de compensation, bien forcément
l'augmentation du taux intercommunal sera plus faible que la baisse du taux communal. Voilà. Donc c'est tout à l'avantage effectivement de la commune transférente. Et enfin, peut-être une dernière question avant de terminer votre présentation. De Monsieur Cazenave, bonjour. Concernant le CIF et son optimisation, peut-on espérer intégrer les redevances eau et assainissement pour les communautés de communes lors des prochaines lois de finances? J'aurais tendance à penser que non. Juste pour la petite histoire, en 99, dans le cas de la loi Chevènement, donc du 12 juillet 99, avait prévu de prendre en compte la redevance assainissement, non seulement pour les communautés d'agglo, mais également pour les communautés de communes. Et c'est la loi sur le recensement de la fin 99, de décembre 99, qui l'a retiré avant que ça s'applique pour les communautés de communes. Moi, à partir du moment où on part sur l'idée que l'eau et l'assainissement vont devenir des compétences obligatoires, il n'y aura plus d'intérêt à les intégrer dans la corbeille du coefficient d'intégration fiscale. Donc j'aurais plutôt tendance à penser, même à l'inverse, qu'il serait presque logique de les sortir du calcul du CIF des communautés urbaines et des communautés d'agglo. Voilà. D'accord. Je vous laisse finir maintenant sur votre présentation. D'accord. Donc, je vais aborder encore quelques points, puis donc ensuite les gens auront le support. Alors, juste un tout petit point, parce que j'avais abordé donc les combinaisons gagnantes, et puis on a un peu discuté de ces combinaisons gagnantes dans le cas du chat. Je disais, elles sont quand même globalement, elles génèrent des gains potentiels, ces combinaisons, limitées au regard des enjeux financiers caractérisant les territoires. D'ailleurs, la question de, par exemple, l'évoluté, il faut faire le raisonnement qui a souvent été tenu, et souvent j'ai été convoqué par des DGS ou des présidents dans le cas de réunion. M. Koblenz, ça vaut le coup de transférer une charge parce que ça va améliorer le coefficient d'intégration fiscale ou la DGF. Il est clair que transférer des charges pour améliorer son CIF et sa DGF, c'est courir à de grosses difficultés, parce qu'ensuite, effectivement, la charge, elle est évolutive, et c'est pour ça ça ne peut pas constituer un objectif unique. Ça s'intègre dans un projet, dans quelque chose de plus global, comme on l'a dit tout à l'heure, et du coup, donc, en tout cas, on a des outils qui sont quand même assez techniques, qui sont complexes à expliquer, et on ne peut pas s'affranchir de l'intégration dans le cadre d'une réflexion globale et partagée sur les enjeux auxquels est confronté le territoire. Alors donc ça, là j'en viens à la méthodo du pacte financier et fiscal. Donc, avant de s'engager dans la mobilisation, alors déjà, de toute façon, tout le monde fait du pacte, il faut se rassurer, tout le monde fait du pacte financier fiscal sans le savoir. Même si on n'a pas de pacte financier fiscal explicitement écrit, de toute façon, aujourd'hui, toute communauté, qu'elle soit fiscalité additionnelle, FPU, etc., se caractérise par un compromis de fait sur l'utilisation des leviers du levier fiscal, sur ces relations. Bon, de toute façon, il faudra toujours commencer par un bilan de tout cela. Mais si on va plus loin et qu'on se dit on s'engage dans une démarche de pacte financier fiscal, tout de suite on va être un peu dans le stress. Ça stresse toujours une partie des acteurs, parce que c'est vrai, par exemple, un certain nombre de communes vont se dire mais qu'est-ce qu'on va encore nous faire, quand on parle de pacte, d'ailleurs, l'État, quand il parle de pacte, stabilité de croissance, c'est toujours pour réduire. Donc, ça crée du stress. Voilà. Donc, avant de trop avancer, je pense qu'il est vraiment essentiel, de toute façon, de partager de l'information financière sur le territoire. Global, déjà, c'est quoi les enjeux auxquels est confronté le territoire, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est des marges de manœuvre financières du territoire et où est-ce qu'on va, notamment avec le positionnement de la baisse des dotations. C'est essentiel. Avant même de se mettre dans un processus décisionnel. Si on se dit tout de suite, on va décider quelque chose, ça serait bien de proposer tel ou tel outil, on se plante. Voilà.
Et je dirais que même si on n'aboutissait à rien à court terme, et qu'on ait réussi à ce que tout le monde écoute et participe à l'élaboration de ce bilan, alors bilan dynamique, hein, si je peux dire, hein, c'est où est-ce qu'on en est, ça c'est incontestable, mais où est-ce qu'on va avec le simple impact de la baisse des dotations. C'est déjà énorme. Voilà. Global, et puis ensuite les situations différenciées des communes en essayant de les expliquer. C'est important. Voilà. Et ensuite, l'idée, c'est, dans l'idéal, hein, c'est d'arriver à une problématisation. On a N collectivités sur un territoire, un EPCI et une série de communes, qui sont chacune, toutes ces institutions sont dans l'obligation chaque année d'équilibrer leur budget, c'est sûr. Donc elles doivent mobiliser des ressources pour faire face à leurs charges. Elles sont toutes confrontées à des difficultés croissantes, mais ça serait s'abstraire de cette simple logique d'équilibre budgétaire ou de contraintes individuelles pour se poser collectivement la question des moyens disponibles pour assurer le maintien et le développement des services publics à l'échelle du territoire. Voilà, dans un monde idéal, c'est à cette question qu'il faut qu'on devrait, à cette seule question qu'on devrait répondre. Et question qu'on peut résoudre très facilement, enfin très facilement, pas complètement, si on n'a plus une collectivité, mais si on en a une seule. On n'est plus qu'une commune nouvelle. La question de, on n'est plus dans une question de gouvernance. Là, on est dans une question de gouvernement. Voilà. Là, il se trouve que on a une pluralité d'institutions pour un même territoire, avec un seul contribuable, avec un seul territoire. Pour moi, ce territoire est logique, hein, mais une pluralité d'institutions, donc d'acteurs, donc d'intérêts qu'il faut arriver à aménager et qu'on peut faire converger seulement si on a une idée commune, hein, du territoire à partager. Et ça, c'est pas donné, clairement. Ça dépend de plein de choses. Mais déjà, un peu de la démarche, quand même. Voilà. Alors, logiquement, on doit s'articuler avec le projet de territoire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Si on a un projet de territoire très précis, alors très précis, ça voudrait dire on a un projet pour le territoire, pas simplement le projet de la communauté, mais des axes très forts de développement des équipements, des services publics, avec carrément avec des horizons temporels, avec des chiffrages, etc. Ben, on fait avec et c'est génial. Et ça, c'est un peu à l'université ou dans un autre monde que ça arrive. Si le projet n'existe pas du tout, ou est très flou, ou un peu flou, c'est plutôt, on est souvent dans cette zone-là, eh bien, on fait sans. On se dit pas, ben, tant qu'on n'aura pas de projet, on ne peut pas avancer. Parce que là, c'est toujours l'œuf et la poule, et c'est tout le monde se renvoie, comme ça, on est bien content, on n'avance pas, quoi. Donc, il faut prendre les choses telles qu'elles sont à un moment donné. Et le fait, simplement, il faut arriver à relier ce que l'on fait en termes de raisonnement en matière financière et fiscale à une lecture, malgré tout, du développement des politiques publiques. Même si c'est pas complètement, eh bien, on en a une lecture. Voilà. On ne fait pas son pacte financier complètement indépendamment du reste, parce que sinon, c'est faire réfléchir sur une allocation ou un partage de ressources sans savoir à quoi elles sont allouées. Ça tourne un petit peu en rond, vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'idée, c'est malgré tout de relier une lecture politique. Plus le projet est précis, mieux c'est. Et parfois, c'est en faisant bouger, en tirant sur le fil de la pelote pacte financier, qu'on va rejoindre la pelote projet de territoire. Voilà. Oui, mais je vais vous donner un exemple. Hein. Un territoire qui avait déjà son pacte financier, son projet de territoire de longue date, suite aux élections de 2008, m'avait demandé de retravailler sur le pacte financier. Et Service, un autre consultant en stratégie avec qui je travaillais, disait, mais si vous ne pouvez pas revoir, Monsieur le Président, le pacte financier sans revoir le projet de territoire. Le président dit, si, on va refaire le pacte financier. Il y avait un problème avec la ville-centre qui s'était trouvé un petit peu désavantagé dans le cadre du précédent pacte financier. Au bout de 2 mois, on s'est rendu compte, il faut qu'on bouge le projet de territoire. Voilà.
Donc, en tout cas, il faudra mettre en œuvre, identifier des axes qui sont en cohérence avec les réalités et les choix, en sachant que la première chose, c'est ce partage d'informations sur le territoire qui est très très important. Vous voyez, je vais juste donc faire des choses un peu graphiques ou sous forme de carte est toujours quelque chose d'intéressant. Faire prendre conscience aux acteurs des territoires, par exemple, que leurs charges, globalement, là c'est entre 2008 et 2014, ont évolué de 4,6%. C'est pas leur dire, vous avez complètement, vous avez dépensé de façon débridée. La question qu'on va se poser, c'est systématiquement, et dans le futur, qu'est-ce qu'on va pouvoir, quel va être notre pouvoir d'achat? Est-ce qu'on va pouvoir continuer sur ce rythme? Et si on continue pas sur ce rythme, ça veut dire que on va se poser forcément la question de la meilleure allocation des ressources dont on dispose. Là, on voit que pour l'intercommunalité, on a une croissance de 8%, mais les communes ont poursuivi leur croissance quand même de 3% par an entre 2008 et 2014. Donc, l'évolution de l'épargne, différence entre les recettes et les dépenses, c'est quelque chose qu'il faut identifier. Parce que c'est la capacité d'action, c'est l'autonomie du territoire qui est en question. Là, on voit dans cet exemple, c'est un petit territoire que j'ai pris comme ça, il y a des petits chiffres, et puis que j'ai vu qu'il y avait pas mal de communautés pas très, qui étaient de taille moyenne. Vous voyez, l'épargne publique du territoire qui s'effondre complètement. Voilà. Et ça, quand les élus voient ça, forcément, ça match tout de suite. Je dis, mais 2014, c'est que la première année de la contribution au redressement des finances publiques. Ça veut dire qu'on se dit, quand on va projeter, on projette après la baisse de la DGF, ça veut dire que le territoire, il va se casser la figure. Donc l'idée, c'est pas de broyer du noir mais c'est que on partage une réalité, et cette réalité, elle est plus facile à aborder quand on a la globalisation des agrégats, l'intercommunalité, les communes, dans leur ensemble, et avec le total. Parce que du coup, il n'y a pas de stress, pas de sentiment d'être jugé, etc. Vous voyez, c'est quelque chose d'important. Là, c'est intéressant, vous voyez, on regarde, s'agissant des dépenses, je reviens aux dépenses de fonctionnement, la part représentée par la communauté, le PCI en 2014, c'est 34%. C'est à peu près dans la moyenne nationale des communautés de communes et des communautés d'agglo, 34% des dépenses de fonctionnement du territoire sur les budgets principaux seulement. On regarde les dépenses d'investissement, on voit que l'Interco ne prend à sa charge que 6% des dépenses d'investissement du territoire. La question, c'est le territoire va être frappé comme les autres par la baisse des dotations. Donc les euros vont devenir de plus en plus rares. On voit que la capacité, même l'autonomie du territoire est en question. La question, c'est est-ce qu'on doit donner ou non un rôle à l'intercommunalité pour prendre en charge vraiment le devenir du territoire en termes d'équipement, où chacun continue dans son coin à faire. Donc c'est ce type de, vous voyez, c'est ce type de constat, d'interrogations qui peuvent émerger de cette approche globalisée, consolidée des comptes des collectivités. Voilà. Et puis ensuite, bon, une fois qu'on a travaillé sur la question je dirais, de l'agrégation, on peut, une fois que les esprits sont mûrs, parce qu'une fois qu'on a regardé ce qui se passait globalement au niveau des communes, souvent, on commence à avoir une adhésion au processus, et les gens qui disent, mais ce qui serait intéressant, c'est regarder ce qui se passe commune par commune. Alors, présenter des analyses financières individuelles de l'ensemble des communes et les mettre en pâture à tout le monde, non, il faut éviter. Par contre, présenter des indicateurs, des positionnements, positionnements respectifs des communes à l'aune
d'un certain nombre d'indicateurs d'analyse financière, c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà. Et généralement, ça passe. Donc là, vous voyez, on croise utilement, par exemple, le taux d'épargne brut, le rapport entre l'épargne dégagée et les recettes de fonctionnement, et le ratio de capacité des endettements, c'est-à-dire la dette sur l'épargne brute. Les communes qui sont sur cette zone-là, avec un taux d'épargne très, très élevé et avec un ratio de capacité des endettements qui est faible, n'ont pas de problème. Voilà. Les communes qui ont un ratio de capacité des endettements élevé, voire négatif pour celles-ci, et puis un taux d'épargne faible, vont être évidemment en difficulté importante. Donc c'est important ensuite d'arriver à caractériser les situations des communes, hein, parce qu'on va voir forcément la problématique de la péréquation qui va être soulevée. D'accord ? Donc vous voyez les interrogations qu'on peut avoir au travers de ce type de lecture, et c'est pas les seuls, hein, mais là on voit, on a en questionnement la place de l'intercommunalité, là par exemple dans la politique d'investissement du territoire, 5% de l'investissement pris en charge par la communauté, alors eux titre des budgets principaux encore une fois, et cette part est très caricaturale, mais globalement en France, les communautés d'agglo et les communautés de communes ont une part dans l'investissement qui est plus faible que dans le fonctionnement. Or, les questions dans le futur, ça va être, s'agissant de l'utilisation, on voit bien que l'investissement est un peu menacé, compte tenu de la baisse des dotations, donc tous les euros en investissement seront utiles. Et les euros en investissement, ils peuvent aller soit dans le patrimoine existant pour le maintenir à flot, soit dans la création de nouveaux équipements. Donc c'est une question qui est quand même fondamentale. Et puis après, on a la question effectivement des différences de situation entre les communes, et la question d'ailleurs de la capacité à investir est aussi posée au niveau des communes. Vous voyez là, je croise l'épargne brute, c'est vrai qu'on a toutes les communes d'un territoire, l'épargne brute par habitant des communes croisées avec leurs dépenses d'équipement moyenne sur le mandat précédent. C'est très intéressant de voir que globalement, vous voyez, cette commune-là, qui a l'épargne brute la plus élevée du territoire, en 2014, c'est aussi une de celles qui a le plus investi dans le passé. Donc, au travers de et vous voyez, les communes qui sont ici, elles ont à la fois un faible une faible épargne en 2014, et en même temps, c'est celles qui ont investi le moins dans le passé. Donc, quand on voit ce graphique-là, on se dit, les communes qui ont le plus investi dans le passé sont celles qui auront la plus importante capacité à investir dans le futur. Donc, la question par rapport à l'impact financier, c'est quoi? Est-ce que on doit, si on raisonne à une échelle territoriale, parce que c'est ce qui nous intéresse là, est-ce que finalement l'investissement, dans le cadre d'un souci de maillage du territoire, doit être réalisé en fonction de la capacité de portage des acteurs ou en fonction des besoins du territoire? Donc la question du pacte financier, ça peut être éventuellement de réorienter les investissements là où c'est nécessaire. Et c'est là que, évidemment, prend tout son sens la question de la péréquation entre l'intercommunalité et les communes. Ou alors que la communauté se substitue. J'ai dit tout à l'heure, la péréquation, c'est une question de relation financière entre l'interco et les communes. Ou alors que, clairement, l'interco remplace les communes dans l'investissement ou dans ça veut dire qu'elle prend en charge des compétences. C'est ça que ça veut dire. Donc, là, on voit une illustration des liens entre les différentes rubriques que j'ai énoncées tout à l'heure. Voilà, donc petite approche graphique possible, ça donne toujours du sens, c'est plus facile à appréhender pour les élus. Et vous voyez, là, j'identifie donc la baisse de la DGF en fonction de ce qui est connu, c'est-à-dire la contribution au redressement des finances publiques. Donc on voit bien tout à l'heure l'affaissement de l'épargne jusqu'en 2014 sur la communauté que j'ai présentée, l'ensemble intercommunal que j'ai présenté, et on voit que on va avoir une baisse de la DGF considérable encore en 2015, 2016 et 2017, et qui fera que leur épargne sera complètement annihilée. Donc c'est important d'appréhender ce devenir en sachant que j'indique aux élus, quand je présente ça, ici, c'est pas vrai.
Ici, j'ai pas indiqué de baisse supplémentaire de DGF, mais c'est uniquement parce qu'aujourd'hui, c'est pas dans les textes. En réalité, ça va continuer à se poursuivre. Donc ça veut dire que ce territoire-là, on voit bien, s'il se prend pas en main, il sera en difficulté redoutable. Voilà. Donc ça se complète par une appréhension une petite prospective financière. Là, j'ai indiqué pour la seule intercommunalité quelles étaient les marges de manœuvre à dégager d'ici 2020 en fonction pour que les ratios, taux d'épargne, ratios de capacité des endettements restent dans une échelle acceptable. Et en fonction donc des projets d'investissement de l'intercommunalité. Voilà. Donc là, on voit clairement, pour que la communauté puisse s'en sortir, il faut qu'elle dégage 3 millions d'euros à l'horizon de 2020. Donc évidemment, ça va être un des éléments à intégrer dans le pacte financier. Comment on va pouvoir dégager 3 millions d'euros en 2020? Est-ce que ça va être augmenter la fiscalité? Est-ce que ça va être réduire les attributions de compensation aux communes? Est-ce que ça va être, peut-être que ça va être nécessaire de revoir le projet, peut-être. Voilà. Voilà. Donc les objectifs qui sont poursuivis par les pactes financiers, on en a de toutes sortes. J'en ai mis quelques-uns ici. La préservation des marges de manœuvre de la communauté. Souvent, on a un réveil. Tout à l'heure, tout en amont, je posais la question de qu'est-ce qui déclenche un pacte financier. Souvent, c'est la communauté qui dit, bon, faut qu'on arrête, là, on peut plus continuer à la fois à répondre aux demandes des uns et des autres. Chaque commission, avec son VP de la commission des finances et les gens étant en même temps des élus communaux, donc demandant que la communauté puisse préserver, voire augmenter les versements. En gros, le pacte financier, il est là pour stopper le troc et puis prendre des décisions qui soient cohérentes. Alors, la première qui est souvent posée, c'est la préservation des marges de manœuvre de la communauté. Mais si on dit préservation des marges de manœuvre de la communauté, c'est pour faire quoi? C'est pour assumer le projet communautaire. Donc ça veut dire que pour que ce soit légitime et qu'on puisse répondre de façon efficace à la question, comment dégager des marges de manœuvre de la communauté, il faut que le projet soit suffisamment fort, nécessairement, et accepté par tous. Sinon, ça sera compliqué. Ça peut être aussi la préservation de la situation financière des communes. C'est pas forcément d'ailleurs l'un ou l'autre, bien sûr. On a de plus en plus, avec la réduction des dotations, des communes qui se retrouvent en situation un peu critique, et la communauté donc peut être là pour aider à sortir certaines communes de l'ornière. Je le vois au travers d'actions un peu diverses, que ce soit sous forme d'aide, d'ingénierie. On m'a demandé, ce sont des cas, d'intervenir auprès de communes pour voir où est-ce qu'elles en étaient, proposer des solutions, etc. C'est carrément des pactes aussi les aider dans leur relation avec les prêteurs aussi. Voilà, c'est des choses qui commencent à intervenir. Ensuite, il y a la question de la péréquation entre les communes via l'intercommunalité, on en a parlé. Il y a la question de l'équité fiscale qui a été posée. Et puis, globalement, je dirais, c'est la préservation de la capacité d'action du territoire. Toutes ces choses pouvant être tout à fait à relier, bien entendu. Mais c'est pour dire qu'il faut se poser, si le pacte financier, c'est un ensemble de leviers, de mesures fiscales et financières, il faut pouvoir les problématiser. À quoi elles servent? Voilà. Voilà. Alors là, j'ai simplement j'ai mis une série de tableaux que vous retrouverez. Vous voyez, j'ai mis des exemples de leviers, soutien des communes supportant, exemple soutien aux communes supportant des charges de centralité. J'en ai mis d'autres. Exemple de soutien ciblé, maillage, organisation du territoire, réduction des écarts de fiscalité ménage, ça c'est la péréquation fiscale, et puis exemple, dégagement de marge de manœuvre pour le PCI qui supporte l'essentiel du projet de territoire, et encore exemple de maîtrise de la capacité financière du territoire. C'est simplement
Vous verrez, je ne vais pas ici présenter tous ces tableaux dans le détail, hein, mais pour dire, c'est important de partir des constats. Là, j'ai mis constat, voilà, faiblesse des marges de manœuvre de la ville-centre qui étouffe. Elle a un patrimoine considérable, elle a mis en place historiquement des tas de services qui servent un peu à tout le monde. On met en œuvre des transferts de compétences. Et l'idée, donc, c'est d'alléger les charges de centralité. Bah, ça sera ce qu'on a dit tout à l'heure, non-déduction intégrale des charges de l'attribution de compensation. Voilà. Ce qui peut permettre, dans ce cas-là, alors, de donner un peu de souffle à la ville-centre pour qu'elle puisse assumer ce qui lui reste à charge. Vous voyez, ça peut être une... là, j'ai un petit aménagement de cela. C'est quelque chose que j'ai pratiqué. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais ça existe. Hein. On est un peu dans le même cas de figure. Transfert de compétences mettons, qui donne lieu à une focalisation sur la ville-centre, donc qui a de faibles marges de manœuvre. Donc l'idée, c'est de refacturer ces charges à toutes les communes d'où proviennent les usagers du service. Alors, soit à partir des usagers tels qu'ils sont constatés au moment où on fait le transfert de charges, soit, bon, si on ne veut pas faire quelque chose de trop contestable, en fonction, ça peut être au prorata de la population. Et là, on va déduire de l'attribution de compensation des communes le montant des charges qui correspond donc finalement aux usagers ou à la fraction de population de chaque commune. C'est pas un truc c'est pas quelque chose qui est forcément extrêmement plaisant pour les communes. Mais c'est des choses qui peuvent, c'est finalement se poser la question de la solidarité, hein, si on raisonne de façon politique, c'est la solidarité au regard de compétences jusque-là assumées par une seule commune. Voilà. Si on veut organiser une solidarité pour des compétences qui jusqu'à présent étaient assumées par une seule commune, bah, vous avez plusieurs systèmes. Vous avez la fiscalisation dont on a parlé. Donc ça sera le premier, ça sera la première ligne. Et ici, c'est finalement la refacturation aux autres communes. Alors si on se dit que les communes n'ont pas de gras et qu'on raisonne, comme on dit, toutes choses égales par ailleurs, bah, ça veut dire qu'elles devront rehausser leur fiscalité. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Bon, c'est un exemple. Hein, on peut également se poser la question aussi faiblesse des marges de manœuvre de la ville-centre, mais on veut traiter le problème sans transfert de compétences. Ça peut être par le biais d'une dotation de solidarité avec des critères population, un critère effort fiscal fort, fortement pris en compte. Ça peut être aussi fonds de concours versés au titre des équipements de centralité. Oui. Voilà, donc j'ai essayé mais ça épuise pas, encore une fois, c'est fait de façon très pragmatique, hein, c'est pas une approche scientifique et tout ça est en construction, de cibler à chaque fois, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, ensuite de relier, il y a un constat, un objectif, un levier, et il faut toujours se poser la question des conditions juridiques concrètes d'adoption, parce que forcément, on ne va pas utiliser des outils extrêmement lourds à mettre en œuvre pour traiter des objectifs qui représentent de faibles enjeux. Donc il faut toujours concrètement adapter, resituer, mettre du sens, hein, vraiment interroger l'utilisation du levier, et puis également prendre en considération sa plus ou moins grande plasticité. C'est facile de prendre des délibérations à la majorité simple, c'est beaucoup plus difficile de prendre des décisions qui nécessitent un consensus de l'ensemble des acteurs, c'est évident. Voilà. Alors,
je passe sur les autres tableaux. On peut d'ailleurs mettre d'autres leviers émergents. Il y a des gouvernances des investissements locaux partagés. Ça, c'est quelque chose qui devrait logiquement avoir de l'avenir, mais c'est pas facile à mettre en œuvre. Tout à l'heure, je disais, voilà, une communauté qui a tout à l'heure, dans l'exemple que je présentais, la communauté gérait 5% des investissements. C'est extrêmement faible. Mais lorsque la communauté, par exemple, supporte 20 ou 25% des investissements locaux, ça veut dire qu'on a un regard commun sur 20 ou 25% des investissements sur le territoire. Le reste, chacun fait ce qu'il veut dans son coin, indépendamment des autres. Si on se dit les ressources continuent à baisser d'une façon drastique, enfin en tout cas de manière prolongée dans le futur, eh bien il faudrait s'interroger sur ces 75 autres pourcents. Alors soit on dit on transfère des compétences à l'interco, puisque ces équipements, ils sont en se disant que ces équipements sont logés dans des compétences transférables, soit on se dit ben, il n'est pas forcément nécessaire de tout transférer à l'interco, parce que ensuite quand on transfère des compétences à l'interco s'en occupe. Généralement, ça se traduit par du nivellement vers le haut, etc. Donc, c'est pas forcément très profitable dans le cadre d'une réduction des ressources. Mais peut-être qu'on peut, en se mettant autour d'une table, les élus communaux peuvent dire, bah, tiens, oui, mais il y a un équipement qui existe déjà sur une commune voisine, bah, plutôt essayons ensemble d'élargir la zone de chalandise de cet équipement, plutôt d'en créer un autre, par exemple. Voilà. Il y a aussi la fixation de ratios de gestion, des taux c'est-à-dire que la communauté ou la métropole intervient s'agissant de ces dotations de péréquation, enfin de ces reversements, qu'elles prennent en considération. Là, c'est un peu un petit Bruxelles, hein, on va dire. Et voilà, je regarde, je récompense ceux qui limitent donc je sais pas, l'évolution de leur charge, qui respectent tel ou tel ratio. C'est des choses qui petit à petit font leur chemin. Voilà, hein, je ne dis pas que ça va se généraliser, bien entendu, mais c'est aussi à relier avec les démarches de sauvetage qui commencent à se mettre en œuvre. Voilà. Voilà. Et bon, alors le contenu du pacte, rappeler les enjeux, relier avec le projet de territoire, la mutualisation, etc. Hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un pacte hors sol, on le réintègre dans un système. Rappeler les objectifs, les axes, les leviers, et puis intégrer aussi les conditions de suivi et de révision, qui sont évidemment importantes. S'agissant de la gouvernance et du suivi du pacte, ben, le terme, hein, donc le terme du pacte, c'est-à-dire est-ce qu'on le fixe pour 2, 10 ans? 10 ans, ça fait un peu long. Quelques années, c'est pas mal. Bon, je dirais que là, la fin du mandat, maintenant, ça devient un objectif moyen terme. Se fixer des rendez-vous de réflexion périodique autour pour réfléchir à des solutions plus ambitieuses, c'est-à-dire se fixer des objectifs opérationnels à court et moyen terme, objectifs opérationnels qu'on va s'efforcer d'atteindre. Donc on se dit, on ne les fixe pas à titre opérationnel si on se dit qu'on a très peu de chances de les atteindre parce qu'ils ne sont pas suffisamment consensuels. On va les intégrer dans des réflexions, malgré tout, dans des rendez-vous de réflexion pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Et puis de toute façon, le pacte il devra vivre en fonction des évolutions des circonstances, modifications législatives, etc. Voilà. Mise en place d'instances d'élaboration et de suivi. Alors c'est évident qu'il faut associer d'une façon forte à la fois les communes, les techniciens, hein, donc après différentes méthodes hein, par rapport à ça. Et puis les points de vigilance. Alors ça j'en ai un petit peu parlé hein, tout au long. Le niveau d'ambition. Nécessaire adaptation au contexte et à la capacité de la collectivité, technique temps à gérer une démarche, c'est une démarche projet. Une démarche projet, c'est à la mode, hein, forcément, mais c'est une démarche projet qui nécessite une forte mobilisation des acteurs. C'est-à-dire que c'est non seulement du temps technique pour les agents de la communauté hein, ou de l'EPCI, mais c'est du temps, il faut que les élus nous lâchent mise. C'est-à-dire que quelque chose qui est porté purement techniquement pendant une période sur ce plan-là, c'est-à-dire avec un consultant qui vient présenter un truc de temps en temps,
Ensuite, dès qu'on va passer à la décision, on va s'apercevoir, mais personne n'a, la démarche, personne ne se l'est appropriée. Ça sert à rien. Donc, il vaut mieux y aller doucement. Vous voyez, j'ai dit, mieux vaut un accord sur quelques points simples à partir d'un satisfecit sur le partage du contexte qu'un déchirement sur des objectifs d'ici l'atteinte de l'État. Voilà, ça c'est ce que je ressens aujourd'hui. Par ailleurs, on intègre, on ne rentre pas par les outils. Combien de fois j'ai répondu dans le passé à des appels d'offres où on listait le consultant simulera la mise en œuvre de la DGF territorialisée, l'unification fiscale à l'échelle des territoires. Dès le départ, on savait que c'était... Et puis on présente des tas de choses dans tous les sens. Plus on présente de tuyaux, moins c'est compréhensible. Voilà. Donc, d'abord, relier donc aux enjeux, aux objectifs, au constat. Et ensuite, donc on intègre des outils ou des leviers. Hein, là, j'ai utilisé ces termes pas forcément de façon rigoureuse, en fonction de leur degré d'aisance de mobilisation. Et on se fixe des objectifs opérationnels. Il faut qu'il y ait de l'opérationnel, mais l'opérationnel, on s'attache à prévoir des choses qu'on va vraiment mettre en œuvre. Voilà. Un exemple, la complexité de la remise à plat des AC. Souvent, des attributions de compensation. Souvent, je suis rentré dans des... On veut faire le bilan, ça fait 10 ans qu'on a FPU, il y a des communes qui se disent que c'est pas juste parce que elles ont presque rien en termes d'attribution de compensation, alors qu'il y a des communes qui ont beaucoup, alors que les entreprises sont parties de leur territoire, etc. On peut le faire, mais tout de suite, il faut mettre tranquille les gens en leur disant vous n'aboutirez à rien avec ça. C'est-à-dire qu'on va passer son temps à regarder le passé. On ne sera jamais d'accord sur le passé. Voilà. Remettre en cause une attribution de compensation, c'est remettre en cause une source de financement, même si elle n'est peut-être pas juste, d'une collectivité qui a mis en œuvre des services en face de cette attribution de compensation. Il faut le savoir. Donc, il ne faut pas se battre sur dans des directions. Enfin, il ne faut pas se transformer en Don Quichotte, si je puis dire. Voilà. Le timing, concrètement, pour l'adoption d'impact, difficile si on veut respecter des étapes de connaissances partagées, d'envisager un minimum de 4 ou 5 mois, hein, je pense. Et ensuite, je dis au-delà d'un an, c'est un peu le risque du délitement, quoi. Voilà. Parce que les gens n'ont pas que ça à faire non plus, quoi. Il faut vite déboucher quand même. Et, point de vigilance, l'association des parties prenantes à toutes les étapes. Voilà. Dernier point. Ne pas perdre de vue l'enjeu essentiel, favoriser une vision partagée des enjeux auxquels est confronté le territoire pour avancer plus rapidement vers une adaptation d'action publique locale, le plus rapidement possible, parce que c'est ça l'objectif. Le contenu, les politiques publiques, le maillage territorial à l'échelle du territoire, c'est comment on va s'adapter à cette contrainte sur les ressources, et puis les modalités, donc évidemment tout ce qui est transfert de compétences, mutualisation, voire réduction du nombre de communes. Travailler sur le pacte, concrètement, ça s'est traduit, là j'ai un exemple, je vais travailler sur une fusion de 5 communes, c'est clairement, elles ne seraient pas dans ce processus s'il n'y avait pas eu cette acculturation depuis quelques années sur leur situation comparée, sur les enjeux financiers mis en exergue dans le cadre de présentation de diagnostic et de suivi d'impact financier. Voilà, j'en ai terminé, j'ai peut-être été un peu long. Voilà. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Monsieur Koblenz, pour votre présentation. Il y a encore quelques questions qu'on va prendre des participants à distance. Je vais néanmoins tout de suite mettre en ligne le questionnaire de satisfaction dont je vous parlais en introduction. Vous allez toujours nous entendre et on va prendre les questions, mais voilà, si vous pouvez nous faire un peu votre retour sur cette première webconférence du réseau des directeurs généraux. Il y a notamment la prochaine formation qui est d'ores et déjà prévue sur la gouvernance territoriale. Vous pouvez aussi vous y inscrire dès maintenant. Donc n'hésitez pas, il me semble qu'il faut cliquer sur le petit onglet parcourir si vous souhaitez vous y inscrire. Et voilà, je vais continuer à prendre les questions des participants qui ont suivi cette formation. Il me semble que M. Perrin avait une question sur l'agrégation, je crois, non, c'est ça? L'agrégation des comptes ou la consolidation des comptes? Voilà, c'est ça, la consolidation des comptes du bloc communal. Les derniers textes l'obligent-ils? Non, pas du tout, il n'y a pas d'obligation. D'accord. Et
sinon, une autre question encore de Monsieur Perrin. D'après vous, l'open data concernera les données financières et quand les DGFiP offriront ces simples lectures consolidées du bloc? Je peux pas vous dire. J'ai pas d'informations à ce sujet. D'accord, donc sur ça, c'est encore l'incertitude. Et enfin, une dernière question de Monsieur Cazenave. Dans le cadre de la politique de la ville, un pacte fiscal est prévu. La mise en place d'une notation de solidarité communautaire peut-elle se substituer à ce dernier ou faut-il formaliser ce dernier à l'échelle du territoire? Si c'est clair que en fait la dotation de solidarité, elle vient un peu comme un coup près, si je puis dire, si on n'a pas mis en place le pacte financier. C'est ça en fait. On est contrat de ville, c'est contrat de ville. Dans l'année qui suit le contrat de ville, on doit élaborer ce pacte financier. Alors, les textes ne disent pas par quoi ça doit se sanctionner, par quoi c'est sanctionné. Délibération de la communauté ou de l'EPCI, des communes ou pas, enfin, c'est pas dit. Au moins adoption par délibération de l'intercommunalité. Hein. Si on n'a pas mis en place le pacte financier dans l'année qui suit le contrat de ville, on est obligé de mettre en place une dotation de solidarité. Voilà. Donc si on met en place la dotation de solidarité en fonction des critères indiqués par les textes, dans ce cas, on n'a pas l'obligation de mettre en place un pacte financier et fiscal de solidarité. Voilà. D'accord. Et je pense qu'il est temps pour nous de se quitter. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Monsieur Koblenz, merci encore pour votre intervention. La prochaine formation donc, du réseau des directeurs généraux aura lieu à la fin du mois de mars, le 31, voilà. J'espère que vous y inscrivez déjà nombreux. Merci encore, bon appétit, bonne journée, puis à très bientôt. Merci à tous. Merci.